Salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode, une nouvelle saison, mais toujours le même Nathan. Salut Nathan. Salut Violaine, salut tout le monde, c'est l'épisode 73 si j'ai bien noté. C'est l'épisode 73, le deuxième de la troisième saison. Et Nathan, en ce moment, on est en plein mois de septembre, donc ça a été la rentrée il y a quelques jours, le retour à l'école, le retour au travail pour les plus chanceux qui ont eu des vacances. Nathan, est-ce que toi t'aimes cette période de l'année, ce moment où on revient après une petite pause? Donc en général en France, traditionnellement, c'est en septembre, mais aussi en janvier un petit peu. J'aime bien quand tu dis traditionnellement, surtout aujourd'hui. Je dirais que quand j'étais plus jeune, ça m'angoissait terriblement cette époque-là qu'on vit actuellement, en tout cas début septembre, mi-septembre. C'était l'angoisse. En tant qu'enfant, c'était le retour à l'école, bien sûr, fin de l'été, fin des vacances, tout ça. Aujourd'hui, j'aime bien. Voilà, je vois le bon côté des choses. Je trouve qu'il fait un peu moins chaud, que la lumière est très belle, notamment le coucher de soleil, tu vois, au début de l'automne. C'est bientôt là, on arrive à l'automne. Donc j'aime bien, je trouve qu'il y a beaucoup de charme. C'est presque romantique comme époque, comme période de l'année. Ouais, et puis c'est aussi la période de faire plein de projets pro après une petite pause. Donc moi aussi j'aime bien, je trouve que c'est dynamique, c'est cool, on a plein de choses à faire, on s'ennuie pas. Donc on apprécie toujours. Nathan, en te posant la question, j'ai dit traditionnellement. Tradition, c'est un mot qu'on va beaucoup utiliser aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, quel est notre sujet du jour ? Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet épineux, comme on peut dire, épineux, sensible parfois, je sais pas. De toute façon, on va parler de manière positive plutôt, et puis parfois peut-être on va questionner de manière plus négative. Probablement la question des traditions. Qu'est-ce qu'une tradition par exemple ? Pourquoi on les suit ? Et puis la question, moi, qui m'intéresse surtout, une question que je me pose régulièrement en français depuis longtemps aussi, est-ce que finalement une tradition suffit à justifier une pratique ? Est-ce qu'au nom des traditions, on peut tout faire ? Sujet qui laissera pas indifférent, j'en suis sûre, mais donc c'est toi qui as eu l'idée de ce sujet, on peut le préciser, rendre à César ce qui appartient à César. Ce sujet t'a été inspiré parce que t'as eu une petite altercation sur Facebook, en commentaire Facebook avec quelqu'un. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors une altercation, je sais pas, mais c'est vrai que je suis sur Facebook un député des Français de l'étranger. Hein. Quand on allait régulièrement en Espagne, il y avait un député français sur cette zone-là de l'Espagne, et je le suis sur Facebook. Voilà, je le trouve assez actif et plutôt pas mal. Et en fait, il a récemment publié une vidéo en fait d'un événement où il était cet été. Il assistait tout simplement à une corrida en Espagne. Et puis, il a fait l'éloge de la corrida. Il a dit tout le bien qu'il pensait de la corrida. Et j'ai juste réagi à son post en disant que c'est vrai que d'un point de vue français, peut-être c'était assez surprenant quand on sait que beaucoup de Français sont opposés à la corrida, mais lui il était en Espagne, et j'ai juste donné mon avis en disant, et on en parlera peut-être plus tard, mais que c'était probablement une tradition qui allait disparaître. Alors, je ne parle pas de l'Espagne ou d'autres pays où la corrida a peut-être plus de place, même si là encore c'est aussi critiqué, mais en tout cas en France, ça reste populaire quand même dans le sud de la France, mais de plus en plus de gens s'opposent à la corrida en France, et je pense que ce sera une des traditions justement qui disparaîtra dans le futur. Donc voilà, c'est juste ce petit post, cette publication, cet échange que j'ai eu avec lui. Il m'a répondu d'ailleurs, il était assez d'accord avec moi, hein. Il partageait mon avis, il pensait et il pense que c'est probablement le 21e siècle, le dernier siècle de la corrida, que c'est une vraie tradition, une vraie culture, principalement en Espagne, mais que ça disparaîtra probablement. C'était assez sympa ce petit échange, et voilà, ça vient de là cette idée de faire cet épisode. Alors on prononce pas mal le mot tradition depuis tout à l'heure, mais peut-être deux petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet.
On pourrait peut-être déjà définir rapidement ce que c'est une tradition. C'est vrai que moi, je me suis posé la question en faisant cet épisode. Comment on peut définir une tradition ? Bon, en gros, on peut dire que c'est, je sais pas, une pratique qui se transmet au fil des générations. Et en général, ça se transmet par la parole et puis par l'exemple, enfin par la pratique, quoi. Donc voilà comment on pourrait définir une tradition. Je pense que t'es OK. Ouais, et puis même, je pense aussi qu'il y a des traditions plus récentes en France qui sont nées grâce à la loi. On en parlera peut-être un peu plus tard, une tradition très récente et que j'aime beaucoup. Mais voilà, peut-être qu'on peut, pour commencer à être concret, Violaine, donner quelques exemples comme ça de traditions que les Français suivent beaucoup aujourd'hui, en 2025, que nous-mêmes, nous suivons, nous aimons. Quelques exemples, par exemple, premièrement. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de janvier, la galette des rois. Le moment où on mange tous plus ou moins une galette des rois. Pas mal. Noël, qui est juste avant aussi, c'est une tradition, alors pas pour tous les Français, mais pour une majorité de Français, c'est une fête qui est célébrée. Oui, qui était une fête religieuse, mais qui est aujourd'hui une fête très familiale, qui a évolué d'ailleurs, une fête commerciale aussi. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de Français, la très grande majorité, l'écrasante majorité des Français qui font Noël, même s'ils ne sont pas catholiques par exemple, qu'ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup de musulmans, j'en connais, font Noël par exemple, des juifs aussi en France, hein. Donc ça c'est sûr, la galette des rois. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Est-ce que c'est une tradition que tu suis, que t'aimes ? Ben, moi j'adore ça parce que moi j'adore les galettes frangipane, donc aux amandes. Et je sais que dans le sud de la France et en Espagne aussi, c'était des brioches, comme aussi à La Rochelle. Moi c'est ma préférée, hein. J'ai tenté de me mettre à la frangipane, mais je suis plutôt team brioche, quoi. Là aussi c'est une tradition, un rite un peu familial qu'on suit depuis longtemps. Je m'arrête 2 secondes, mais toi, est-ce que quand tu mangeais peut-être dans ta famille plus jeune la galette des rois, est-ce que tu allais sous la table ? Je crois que c'était l'aîné ou... Non, c'est le plus jeune. Et donc moi, j'allais sous la table parce que j'étais la plus jeune. Donc le plus jeune va sous la table. Les autres personnes coupent des parts de galettes et demandent au petit qui est sous la table, c'est pour qui ? C'est pour mon père, pour ma mère, pour ma sœur, etc. Et comme ça, il attribue les parts à l'aveugle. Et donc, surprise sur qui aura la fève. Ouais, la fève donc qui se trouve... il y en a une dans chaque galette. Attention aux dents. Ou au dentier, si vous mangez une part de galette, ça peut faire mal. Donc oui, la galette des rois, tu sais que c'est une tradition qui est tellement forte, qui est tellement suivie. Je crois qu'il y a 9 Français sur 10 qui mangent au moins une galette par an, et donc c'est au mois de janvier, ça c'est sûr. Ça c'est largement démocratisé en France, extrêmement populaire comme tradition. Donc tu as dit Noël, tradition importante. Ah, moi j'ai envie de citer comme étant une tradition aussi qui s'installe vraiment, c'est la fameuse fête de la musique, qui est beaucoup plus récente, qui est née avec François Mitterrand, donc dans les années 80, 81 ou 82, vraiment. Chaque année, le 21 juin, j'adore la fête de la musique, moi, Violaine. Tu sais pourquoi ? 21 juin... Premier jour de l'été. Premier jour de l'été, ça sent les vacances. On sort, on va assister à des concerts dans la rue. Et finalement, c'est devenu une vraie tradition. Et là encore, les Français adorent. J'ai regardé un petit chiffre. J'aime pas trop les chiffres normalement. C'est un peu ennuyeux, un peu chiant. Mais j'ai vu que 50% des Français vont à la fête de la musique, se déplacent. Il y a plein de gens qui sont plus âgés, qui ne sortent pas. Mais 85% des Français adorent cet événement et trouvent que c'est une fête vraiment populaire. Une vraie tradition, là encore, toute récente, toute neuve. Ouais, après il y a une tradition moins récente mais qui suit un petit peu le 21 juin, c'est le 14 juillet, donc notre fête nationale. J'y pense parce que nous, on y est allé à Marseille et on en a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube, donc allez-y, allez la regarder. Mais honnêtement, on peut le dire, moi en tout cas, je n'allais pas beaucoup aux célébrations du 14 juillet avant, donc j'avais peut-être pas de recul sur l'ampleur que ça pouvait avoir, même si je regardais les défilés à la télé, etc. Sauf peut-être le feu d'artifice le soir. Le feu d'artifice, ouais, quelques fois quand j'étais un petit peu plus jeune, mais là, quand on y est allé,
je me suis rendu compte que c'était une tradition qui était hyper suivie et qui réunissait plein de gens de tout âge, de toute génération, de tout genre. Donc ça, c'est aussi une vraie tradition. Voilà. Voilà, et puis... Ah tiens, je pense à une autre tradition, moi. C'est vrai que, on va dire la vérité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Violaine, on s'est dit que nous, peut-être, on n'était pas les Français les plus sensibles comme ça aux traditions. On ne vient pas de familles qui suivent beaucoup de traditions, même si finalement, là, quand on vient on vient d'en parler, la galette des rois, Noël, on les suit, le 14 juillet, moi, le feu d'artifice, c'était une vraie tradition enfant, hein, tous les ans. Ça dépendait où j'étais en vacances, mais on allait toujours voir le feu d'artifice, le soir du 13 juillet ou du 14. Autre chose, peut-être, moi j'avais, notamment chez ma grand-mère, tu sais, le fameux repas du dimanche en France, dans certaines familles, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on se retrouve le dimanche midi, notamment pour manger du poulet. Moi, en tout cas, chez ma grand-mère, c'était comme ça, juste un poulet rôti au four avec des pommes de terre, des frites, etc. C'est une vraie tradition aussi qui existe encore aujourd'hui, hein. Ouais, bah surtout que le poulet rôti frites est le plat préféré des Français. Donc oui, c'est une vraie tradition et un vrai choix de cœur pour les Français. Il suffit le dimanche matin d'aller, tu sais, au marché, de passer devant la rôtisserie et de voir la longue file, la longue queue devant cette rôtisserie où les gens patientent juste pour acheter un poulet rôti. Et parfois, il faut même le réserver la veille. Mais complètement, puisque quand j'étais en Bretagne, ma mère est allée à la boucherie, alors pas à la rôtisserie, mais à la boucherie pour préparer un poulet rôti parce que ma sœur et sa famille arrivaient. Et quand elle est rentrée dans la boucherie, le vendeur lui a dit « Non mais attendez, mais on est dimanche, vous l'avez réservé votre poulet rôti ou non ?» Et elle ne l'avait pas réservé, mais bon, par chance, elle en a eu un. Mais oui, c'est un vrai truc. Mais c'est vrai que tout ça, finalement, toutes ces traditions, ces petites traditions plus ou moins grandes et importantes, je trouve que quand même ça rassure, tu vois, ça nous rassure et ça nous donne une identité. On a l'impression de faire partie comme ça d'un groupe, d'être ensemble au niveau du pays, mais même au niveau familial. C'est l'occasion de se retrouver. Moi, par exemple, dans ma famille, s'il n'y avait pas Noël, par exemple, même une autre tradition dans ma famille, c'est de se retrouver un peu chaque année, finalement, pour l'anniversaire de ma grand-mère, qui a 96 ans. Et on se retrouve donc au mois de mai, tous les ans, pour fêter son anniv. Bah, finalement, s'il n'y avait pas ces traditions-là, je pense qu'on se verrait peut-être pas jamais, mais on se verrait beaucoup moins parce que, notamment avec mes frères et mes sœurs, on habite vraiment à droite, à gauche, comme on dit, un peu partout. On est répartis aux quatre coins de la France, dans le nord, dans le sud, etc. Donc, sans ces événements-là, on ne se verrait pas, tu vois. Ouais, donc oui, je pense que tu as raison, ça crée un vrai lien. Et puis, on le voit, alors nous, on n'est pas vraiment concernés, mais on le voit notamment avec les pratiques religieuses, parce que nous, on habite au-dessus d'un bâtiment religieux, et donc on voit les fidèles se réunir toutes les semaines pour des moments importants dans l'année. Au-dessus d'une synagogue, hein, tu peux le dire. Donc c'est surtout le samedi, le vendredi soir et le samedi que la communauté juive, en tout cas qui est juste en dessous de notre appartement, se réunit. Et je trouve ça génial pour ça, hein, de pouvoir se réunir ensemble, entre membres de même famille d'ailleurs, mais pas uniquement. Il y a plein d'inconnus aussi qui partagent juste le fait d'être juif là en l'occurrence. C'est ça, et qui se retrouvent, comme tu dis, pour plein de petites célébrations et plein de moments, mais surtout ils se retrouvent toutes les semaines, donc ça permet vraiment de créer un lien social qui est fort, qui est entretenu. Et peut-être qu'on en parlera un jour, mais le retour à la religion, c'est un vrai sujet en France. Et peut-être que ça vient du fait que les gens n'ont pas assez de liens sociaux dans leur famille ou dans leur entourage. Mais là, c'est vrai que quand on les voit, hein, les gens juste en dessous de notre balcon, je dirais pas que je suis presque jaloux, mais je me dis waouh, ça c'est top quoi. Ça crée en fait naturellement du lien social. Ces gens-là se retrouvent plusieurs fois par semaine en fait. C'est pas une fois par an comme pour Noël, par exemple. Tu vois. Ouais, et puis on a l'impression qu'ils forment une vraie famille, parce que c'est vrai que parfois, alors on les voit, ils sont contents, parfois on les entend, ils s'engueulent, il y a des tensions, etc. Donc
partagent tout et ça a l'air d'être une vraie famille. Je trouve que les traditions aussi, c'est important sur la transmission intergénérationnelle parce que ça me fait penser à, encore une fois, mes vacances en Bretagne. Désolée, j'en parle beaucoup dans les 2 derniers épisodes. Mais donc, on était en Bretagne et on triait la maison de mes grands-parents puisqu'ils sont décédés et qu'il faut donc vendre cette maison. Et donc, il fallait trier toutes les affaires. Et il y avait donc moi, ma sœur, ma mère, mais il y avait aussi mon neveu qui est donc l'enfant de ma sœur. Et ma sœur, quand on triait toutes les affaires, lui, il regardait un petit peu ce qu'il voulait prendre, des crayons, enfin vraiment des détails, quoi. Des petits crayons, des petites peintures, etc. Des petits chapeaux pour se déguiser, tu vois, tout ça. Et il les prenait et ma sœur, elle disait, mais tu vois, c'est hyper important d'avoir des affaires d'autres générations. Comme ça, c'est en sachant d'où tu viens que tu sais où tu vas. Et je trouve que la tradition... ça permet ça aussi, tu vois. Intergénérationnel entre personnes de différentes générations de la même famille. Ouais, c'est très beau. C'est important de le rappeler et de le dire à des enfants qui ont... Ton neveu, il a quel âge ? 5 ans. 5 ans. Enfin, il va avoir 5 ans. Donc c'est très jeune qu'on doit faire ça c'est sûr. Et aussi, je trouve que ce qui est... Alors bon, là, j'ai un peu dévié en parlant de souvenirs et d'affaires, mais ce qui est important avec les traditions aussi, c'est que ça, en fait, mine de rien, ça rythme la vie. Et ça, je trouve ça hyper important parce que, je sais pas, imagine, enfin, t'as plein de travail, tu sais pas trop comment t'organiser, si tu veux avoir un moment cool dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et parfois, te dire, c'est bientôt Noël, c'est bientôt la galette des rois. Si t'es mal, par exemple, tu peux te dire, ok, je vois la lumière au bout du tunnel, ça va aller mieux bientôt parce qu'il va y avoir cette réunion, ces moments partagés, etc. Donc je trouve que c'est cool. Ouais, c'est un vrai rendez-vous, même si je sais aussi qu'au moment de ces événements, certains plus introvertis peuvent ressentir une certaine angoisse. Donc ça dépend de quel côté ou dans la peau de qui tu es, quoi. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, les traditions sont importantes, évidemment, elles changent en fonction des gens. On parle souvent de « Oh, dans ton pays, quelles sont les traditions ?» Mais en fait, ça change à l'intérieur même des familles, hein. Ça n'a rien à voir. Et puis parfois on se crée nos propres traditions, tu vois, qui sont pas des traditions nationales. Alors là, on va se concentrer sur celles de nos compatriotes, celles qu'on partage avec nos compatriotes. Mais évidemment, il y a plein de familles, plein de gens qui se créent des mini-traditions entre eux. Donc voilà. Voilà. Et puis après, il y a quand même des traditions qui peuvent devenir problématiques, ou en tout cas qui entrent dans le débat public, hein, et c'est notamment le cas d'une tradition dont j'ai parlé un petit peu en introduction tout à l'heure, mais qui pose problème aujourd'hui en France, on en parle de plus en plus, c'est celle de la corrida. On a tendance à penser que c'est uniquement en Espagne, mais en France par exemple, hein, dans le sud de la France, et on le sait bien à Nîmes par exemple cet été, on n'a pas assisté nous-mêmes, mais on a vu, il y a eu en tout cas pas mal de corridas qui ont été organisées. Quand je parle de corrida qui pose problème, on parle bien des corridas avec la mise à mort, donc avec une violence pour certains, une violence contre l'animal. Pour beaucoup, c'est une tradition culturelle. Par exemple, à Nîmes, la plupart des gens voient ça comme une vraie tradition. Ils ne voient pas un animal qui souffre ou qui est torturé, entre guillemets. Ça pose problème et c'est vrai que ça heurte en fait, ça vient se heurter directement à la morale aussi, la morale peut-être moderne du 21e siècle. En fait, ça vient se heurter à l'évolution de la société qui prend de plus en plus en compte le bien-être animal. Je crois qu'il y a eu des lois sur ça récemment, sur le fait qu'il fallait considérer les animaux comme des meubles ou des non-meubles, c'est ça. C'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Bon, bref, en tout cas, on prend de plus en plus soin au niveau législatif des animaux, sauf pour la corrida et pour la chasse, on en parlera peut-être après, qui sont des exceptions à notre loi. On autorise au nom de la tradition de mettre à mort un taureau pour la corrida. Mais en fait, je pense que c'est difficile à comprendre quand on n'a pas baigné dedans, quand on n'est pas né dans une famille de corrida. Parce que moi, je l'avoue, j'ai jamais vraiment compris l'intérêt de la corrida,
mais j'ai jamais vécu avec des gens qui s'occupaient des taureaux, qui élevaient ces taureaux, ou même avec des toreros, quoi. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement difficile à comprendre, mais comme c'est un sujet brûlant, je me suis quand même renseignée. On a déjà ensemble, en plus, écouté des émissions de radio qui donnent la parole aux gens qui font de la corrida, qui font vivre la corrida. Ou qui élèvent des taureaux, les éleveurs de taureaux qui sont très présents, notamment en Camargue, en tout cas dans le sud de la France. Et en fait, pour eux, c'est une véritable passion. Et eux, en fait, quand tu les entends, ils disent « Non, mais ok, on le met à mort, le taureau, mais avant, on l'a traité comme un roi. Et si un jour vous m'enlevez ma passion, vous m'enlevez toute ma vie. Vous m'enlevez mon travail, vous m'enlevez aussi mes liens avec ma famille, puisque être torero, ça se transmet de génération en génération. J'imagine aussi que les élevages de taureaux, ça se transmet de famille en famille, tu vois. Donc, en fait, pour moi, c'est très dur d'en parler parce que j'ai jamais vraiment compris, quoi. Non, moi non plus, on n'a pas été, comme tu l'as dit, on n'a pas baigné, on n'a pas été bercé avec la corrida, avec les taureaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., on n'accepte plus pas la violence, mais on n'accepte plus de la voir. Mais c'est l'éternel débat, et on va pas le faire maintenant, des cochons. On mange du porc, par exemple, on mange des animaux, le saucisson, tout ça, c'est des cochons, et on sait que les cochons, c'est prouvé, souffrent autant, voire plus qu'un chat ou un chien. Nous, on a le foie gras, évidemment, et tu vois, ça prouve que c'est bien une tradition là aussi. Moi, par exemple, je ne suis pas sensible à la corrida, je ne peux pas voir, par exemple, un taureau souffrir et mourir. La mise à mort, ça me choque, en fait, mais je mange de moins en moins, de plus en plus rarement, mais je mange un petit peu de foie gras, là aussi par tradition. Par tradition, juste à Noël, même si je pense là aussi que si demain tu me dis le foie gras est interdit en France, je peux vraiment... Oui, je m'en fous complètement, je peux vivre largement sans. Donc je pense que les traditions sont amenées à évoluer, et je suis pas contre, moi, justement, abolir certaines traditions. Et d'ailleurs, on a fait un épisode il y a quelques temps, je crois, l'année dernière, il y a 2 ans, sur le foie gras. Est-ce que le foie gras devrait être interdit en France ? Donc, je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus et avoir notre opinion sur ce sujet. Moi aussi, je pense que les traditions doivent évoluer avec l'évolution de la société. Sinon, ces traditions, elles disparaîtront, en fait. Une tradition qui ne s'adapte pas, pour moi, c'est une tradition qui est vouée à disparaître. On peut faire le parallèle avec une langue, tu vois. Si une langue ne s'adapte pas à la société, à l'évolution de la société, elle deviendra une langue morte, malheureusement. Mais on peut mentionner aussi autre chose que la corrida, la chasse à courre plus particulièrement. Est-ce que tu peux définir la chasse à courre ? La chasse à courre, alors, waouh, bonne question. Dur, hein. Ouais, je dirais que la chasse à courre, c'est la chasse qui est faite notamment avec l'aide d'animaux, de chiens aussi. Donc les chiens peut-être vont vont courir après les petits animaux comme des lapins. Voilà, j'ai pas la définition du dictionnaire, mais je dirais ça. Et la chasse, c'est aussi un sujet qui est brûlant en France, vraiment qui crée des passions. Alors, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a des périodes pour chasser en France dans l'année. Mais pareil, moi, c'est un truc, je ne comprends pas pourquoi c'est encore autorisé. En plus, chaque année, quasiment, il y a des chasseurs qui tuent tu sais, des piétons, enfin des humains qui se baladent et malencontreusement... ils se retrouvent avec une balle dans la tête ou dans le corps, tu vois. Et puis souvent, c'est quand même dans des grandes familles bourgeoises complètement déconnectées de la réalité et ils restent entre eux. Alors là, c'est la chasse à courre. Hein. Attention, oui. La chasse, c'est aussi quelque chose qui est très populaire, plutôt du monde rural. Oui, là, je parlais de la chasse à courre. Ouais, la chasse à courre, évidemment. Mais la chasse à courre, elle est critiquée de toutes parts en France et c'est une infime minorité qui la soutient, qui veut qu'elle reste, mais j'ai là aussi, et je suis tombé sur pas mal de chiffres, là aussi, hein, j'ai vu que 82% des Français sont contre la chasse à courre, et même contre la chasse toute simple, on va dire que c'est 50-50, mais un peu plus contre que pour, tu vois, la chasse. Donc globalement, c'est une tradition qui est très clivante, la chasse, mais les Français, la majorité des Français sont contre. Donc je pense qu'elle disparaîtra hein, comme la corrida, même si c'est vrai qu'actuellement encore, les gens qui pratiquent la chasse à courre ont une certaine influence et ce qui fait qu'elle
peut subsister encore aujourd'hui, en tout cas légalement et législativement, quoi. Oui, il y a un lobby au niveau politique de la chasse. Et puis, il y a des arguments. Là aussi, on ne fait pas un débat pour ou contre la chasse, hein, pour réguler aussi la faune, Bien on sûr. le dit. Donc, c'est pas le débat. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a pas mal de traditions qui sont amenées à disparaître. Et la corrida, à 2 secondes, là encore, je disais ça tout à l'heure, parce que là encore, la majorité des Français sont contre la corrida et contre la mise à mort. Donc, pourquoi pas évoluer ? Moi, par exemple, j'adorerais que la corrida continue à exister, hein. Pour moi, c'est de l'art, notamment. Il y a un vrai ballet, parfois, c'est visuel et c'est esthétique. Je pense à des films de Pedro Almodovar, notamment en Espagne, qui le montrent bien, mais sans la mise à mort, tu vois. Et je suis persuadé que ça pourrait ressembler à quelque chose de très sympa, la corrida, sans la mise à mort. Ouais, surtout que la corrida, l'esthétique de la corrida, ça a quand même influencé plein d'autres domaines. Je pense notamment au domaine de la mode, qui a beaucoup repris les codes et les vêtements de la corrida, C'est vrai. notamment les vestes des toreros. Il y a des grandes maisons de couture, hein, comme Dior, qui a fait une veste inspirée de ça. Donc c'est vrai que de se dire que ça pourrait totalement disparaître, que la pratique pourrait totalement disparaître, oui, ça peut être dommage parce que c'est pas que une mise à mort, c'est aussi une esthétique, comme tu dis. Et c'est vrai que si on supprime juste ce qui est problématique, ça pourrait subsister et ça pourrait continuer. Ouais, donc on peut adapter finalement les traditions, les moderniser. Moi, ça me choque pas, tu vois, d'évoluer avec le temps, avec l'évolution de la société. Par exemple, le mariage, c'est ce qu'on a fait finalement. Bah, le mariage, c'est ce qu'on a fait. C'est vrai que le mariage, ça existe encore en France. C'est de moins en moins pratiqué. Enfin, les gens se marient de moins en moins. C'est vrai qu'on l'a adapté, notamment avec le Pacs, la création d'une union civile qui est moins contraignante que le mariage, qui est moins engageante que le mariage, ou en tout cas, le Pacs, c'est plus facile à terminer qu'un mariage. Et bah, en créant ce Pacs, on répond à une dynamique de la société où les gens, les couples s'engagent moins ou sur des durées qui sont moins longues. Oui, et puis ne pas oublier le mariage pour tous, Bien ne sûr. pas oublier que on est quand même passé d'un mariage religieux, je dirais quoi, au 19e siècle, quelque chose comme ça, à un mariage de moins en moins religieux, où les gens en fait se marient. Quand ils se marient de plus en plus à la mairie. Et puis là, depuis, voilà, on en a déjà parlé, mais depuis une dizaine d'années, on a le mariage entre personnes de même sexe, entre personnes homosexuelles, l'adoption aussi, etc. Donc, il y a une vraie évolution de la tradition. On n'a pas aboli le mariage. On s'est pas dit, bon, bah, c'est mort, on veut plus du mariage, c'est ringard. Non, on l'a adapté, on l'a modernisé. Je trouve que c'est un bon exemple, tu vois. C'est un bon exemple et ça me fait penser, alors peut-être que je vais trop loin, mais ça me fait penser au fait qu'on essaye de faciliter quand même aujourd'hui que les Français fassent famille entre eux et on essaye bah voilà, que les gens créent des familles plus facilement parce que c'est vrai qu'on est comment on dit, on est en négatif sur les naissances. Il n'y a pas assez d'enfants qui naissent selon les statistiques en France. Il y a une chute de la démographie. Ouais, et de la natalité. Donc c'est vrai que bah, permettre aux personnes de même sexe d'adopter, mais je pensais plutôt à la PMA entre les femmes de même sexe, bah, ça permet d'avoir des nouvelles structures familiales et donc d'un certain côté bah, d'avoir d'autres familles, des nouvelles familles qui pourront aussi, elles, faire perdurer nos traditions. Tu vois, Ouais. donc il y a plein de choses qui sont liées et je trouve que c'est intéressant. T'as quelque chose à dire ? Bah, là, j'y pense parce que quand je vois des amis, en fait, on me le propose de plus en plus, notamment le dimanche. Tu sais, on fait une soirée le samedi soir, et puis le dimanche matin, on nous propose quelque chose parfois. Alors, tout à l'heure, je parlais du repas du dimanche, qui peut-être un petit peu est en train de s'envoler, comme ça, de disparaître. Est-ce que ce ne serait pas remplacé par autre chose, notamment chez les jeunes, notamment chez les citadins, les gens des villes, encore une fois, ça reste minoritaire, mais tu as compris ? Ouais, j'ai compris le brunch du dimanche qui est quelque chose qui, il est vrai, on propose de plus en plus et il y a de plus en plus de restos qui le font, etc. Est-ce que c'est une tradition ? Bah, en fait, ça devient une tradition, mais moi, ça me fait penser à quelque chose. En fait, c'est une tradition qui nous vient bah, d'ailleurs et en fait, les brunchs, tu peux les retrouver dans tous les pays du monde. Et en fait, je me dis que parfois,
si on lutte trop contre des traditions et qu'on n'essaye pas de les adapter à l'époque actuelle, on se retrouve un peu avec une standardisation où c'est partout pareil, tu vois, dans tous les pays. Donc maintenant, dans tous les pays, tu peux faire un brunch le dimanche matin, alors qu'avant, c'était pas vraiment une tradition. Et ça me fait penser au fait que je sais que les gens, quand ils voyagent, et c'est aussi mon cas, ils ont envie d'assister aux traditions d'un pays, de voir les traditions d'un pays. Et quand on était à Nîmes, un jour, il y avait une course de chevaux avec des taureaux. Les chevaux suivaient les taureaux. Enfin bref, j'ai oublié le nom. Et il y avait 2 touristes japonais qui sont venus me voir pour me demander ce que c'était. Et ils avaient les yeux, tu vois, les yeux grands ouverts. Et ils étaient hyper contents d'assister à ça. Donc parfois, faire attention, si on ne fait pas évoluer nos traditions, on peut assister à une espèce de standardisation et je trouve que c'est pas forcément souhaitable. C'est vrai. Mais il suffit d'aller en centre-ville, en France, le dimanche vers 11h pour voir la queue devant les restos. Quel type de resto? C'est parce que ces restos proposent des petits-déj ou des brunchs en fait. Donc, bon, pour que ça devienne une tradition, il faudra peut-être encore du temps, mais on va dire que c'est une habitude sociale, quoi. Ouais, c'est une vraie habitude sociale, en tout cas dans les grandes villes. Alors voilà, est-ce qu'une tradition justifie tout? Est-ce qu'on peut tout faire au nom d'une tradition? Je pense qu'on a un peu répondu à cette question tout au long de cet épisode, Violaine. Ouais, et je voulais juste rajouter quelque chose. Est-ce que tu as suivi la tendance sur les réseaux sociaux des tradwives? Absolument pas. Tu sais que j'essaye là depuis quelques jours de passer de moins en moins de temps sur les réseaux. Depuis le dernier épisode, tu sais, sur le droit à la déconnexion. Donc non, même si j'imagine que ça existait avant ma pause, mon break. Bon, bref, c'est en gros une tendance qui est née aux États-Unis. C'est des femmes sur les réseaux sociaux qui montrent un mode de vie hyper traditionnel. Donc, c'est des femmes au foyer, tu vois, qui ont des robes à volants, qui font du pain au levain et qui vivent en fait comme avant, quoi, comme il y a très très longtemps. C'est une tendance qui est née aux États-Unis et qui se diffuse petit à petit en Europe. Voilà, je voulais te parler de ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est une vraie tendance qui inspire en plus aussi la mode, etc. Donc voilà, je ne sais pas comment l'interpréter, mais je voulais te laisser avec ça. Ok, on verra peut-être pour en faire un épisode plus tard. J'irai voir à la fin de ma pause numérique. Voilà, donc on l'a compris, Violaine, non, une tradition ne justifie pas tout, hein. Et oui à l'évolution des traditions. C'est ça. Dites-nous quelles sont pour vous les traditions les plus chères à votre cœur et à votre pays. Partagez tout ça avec nous en commentaire. Si jamais vous avez envie de passer un peu plus de temps avec nous, retrouvez-nous évidemment sur notre Patreon. On vous laisse le lien dans les notes du podcast pour plus de contenu exclusif avec notamment des épisodes bonus où on parle de sujets totalement différents. Donc voilà, on espère vous retrouver là-bas et sinon on vous dit à dans 2 semaines. Salut.